coup, je l'enlève pour parler. D'accord, c'est vous qui parlez en premier. Comme vous voulez. Allez. Bon, alors. Bon, quand Alexandre Alibrandi nous a parlé de cet anniversaire de l'ESAT qui, finalement, pas avec les mêmes dates, pouvait rejoindre l'idée de l'anniversaire de la piscine, ça nous a semblé effectivement une opportunité sympathique et puis en même temps une sorte de geste de l'histoire qui permettait de rappeler les liens forts entre l'école et le musée, parce que l'ESAT et l'ANSET, c'est finalement une histoire commune, avec un changement dans les années 80, j'imagine, c'est ça à peu près. Et comment dire, la partie ESAT de cette histoire de l'école, c'est celle qui est la plus liée au musée, c'est-à-dire la dimension artistique du projet de cette école, et notamment du projet qu'avait lancé Victor Champier à son arrivée en 1902 à la direction de l'école. Mais d'emblée, de toute façon, dès 1882, c'est-à-dire l'accord entre la ville et l'État pour la création de l'école à Roubaix, cette dimension artistique en corollaire avec la dimension technique de l'institution était vraiment une base programmatique très très forte. Alors, je dirais que la partie réellement patrimoniale au sens traditionnel, c'est-à-dire les collections du musée, ou tout au moins ce qu'il en restait au moment où la ville a relancé un projet de musée à Roubaix, c'est-à-dire à la fin des années 80, elle est naturellement venue au musée. Après, la partie historico-pédagogique, si on veut, c'est-à-dire notamment cette collection de plâtres que Champier avait intégrée à un moment dans son musée d'histoire de l'art comparé, c'est-à-dire en 1904, essentiellement le début avec la couverture de la cour centrale de l'ANSET. Ça a plutôt suivi l'école, et encore, c'est des choses qui sont toujours plutôt pour des opportunités humaines. C'est parce que les professeurs de dessin de l'ESAT travaillaient encore avec cette référence au modèle antique et le travail d'après les plâtres, ce qui a sans doute permis de sauver une partie de cette collection qui n'avait plus de sens à l'ANSET et qui aurait sans doute subi les mêmes parcours dramatiques des collections du musée qui, dans ces années 80, ont été particulièrement touchés par les problèmes de conservation à l'ANSET. Voilà. Donc, il y a tout ce travail que mène Alexandre et que du coup l'école remet en scène sur cette collection de plâtres, qui est aujourd'hui une question qui intéresse beaucoup d'institutions parce que, bien évidemment, ces plâtres apparaissent à la fois comme des objets de mémoire, mais c'est aussi des objets de création. Ça marque l'inspiration des futurs artistes. C'est vraiment intéressant de voir notamment comment dans une école où on demande aux gens au mieux de devenir des dessinateurs textiles, on a quand même cette dimension d'un enseignement traditionnel de l'école des beaux-arts à partir des plâtres, qui ont été pendant des générations le seul lien entre les pièces insignes de l'histoire artistique de l'humanité et les apprentis artistes. Parce que, dire que même aller à Paris, au Louvre, pour des étudiants de l'école à Roubaix qui étaient souvent d'origine assez modeste, était un voyage assez compliqué. Et alors, évidemment, aller sur les sites en Italie, en Grèce, parce qu'on parle surtout d'antiquité classique dans ces collections de plâtres, était même un rêve inabordable. Voilà. Donc, ça nous semblait intéressant de participer et d'intégrer cet anniversaire de l'ESAT dans les festivités des 20 ans de la piscine. Voilà. Merci.
Bon, je vais dire quelques petits mots. Alors, tout d'abord, mesdames, messieurs, cher monsieur Gaudichon, tout d'abord, merci, infiniment merci d'avoir accepté d'accueillir ce cycle de conférences organisé dans le cadre des 30 ans de l'ESAT ici, voilà, vraiment. L'ESAT a à cœur de cultiver les partenariats, bien entendu, avec la piscine, avec l'ANSET, on parlait tout à l'heure, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles, parce qu'effectivement, vous le rappeliez, on a une histoire commune, très imbriquée, on va dire. Donc, cette première journée de conférence, elle développera une approche que je qualifierais de globale d'une école de design, de la transition art appliqué vers le design, en ne manquant surtout pas d'évoquer les principes fondamentaux de Bauhaus. Et demain, de cette approche un peu macro, les conférences ont vocation à appréhender notre école, ESAT, sur ses origines, encore une fois, fortement liées avec l'ANSET, ce fameux esprit de l'ESAT qui est cultivé et qui existe depuis bien longtemps et qui continue à perdurer. Et puis ces collections riches, si riches et souvent peut-être un peu trop méconnues, parce que j'ai encore rencontré quelqu'un tout à l'heure à l'ESAT qui me disait « Ah bon, moi je ne savais pas », dans nos murs, mais qui mériterait d'être davantage mise en lumière probablement. Et puis cette architecture si symbolique d'une ambition territoriale et politique. Alors les 3 structures, vous l'avez dit à propos, qui sont effectivement ce musée, la piscine, l'ANSET et l'ESAT sont intimement liés, véritablement, et possèdent le point commun dont vous parliez à l'instant, qui est cet aspect patrimonial, on va dire, qui ici évidemment prend davantage son sens, mais qui, dans nos 2 structures d'enseignement, mériterait certainement d'être davantage valorisé, voire conscientisé. Donc c'est une vraie perspective pour l'avenir, on en parlait hier encore avec Alexandre Librandi, de pouvoir davantage travailler sur ce sujet. Je soulignerai aussi pour notre structure le rôle fondamental de l'écosystème entrepreneurial et industriel local et leur nécessaire implication en termes de formation et d'appui. En résumé, l'ESAT, après 30 ans avenue des Nations Unies, a l'ambition de se projeter au moins pour les 30 ans à venir, voire davantage, en étant riche, bien entendu, de son histoire, de sa construction, de ses évolutions et du travail accompli et qui reste à accomplir avec ses partenaires, en maintenant un véritable ancrage territorial qui nous est cher, mais avec une volonté partagée de rayonnement régional, national, je dirais même international, n'ayons pas peur. Enfin, je ne vais pas conclure ce petit propos, évidemment, sans souhaiter un très très bon anniversaire à la piscine et au label Ville d'art et d'histoire de la ville de Roubaix, dont les programmations étaient dignes, bien entendu, de leurs 20 ans. Merci infiniment de nous accueillir. Merci à tous. Voilà, alors on va débuter avec Madame Fauquembert. Merci encore une fois. Bonjour. Je vais commencer par me présenter brièvement. Léa Fauquembert, moi je suis professeure à l'ESAT depuis cette année et je suis aussi doctorante en sciences de l'information et de la communication, et donc je poursuis une thèse dont le titre provisoire est « Former des créateurs du monopole du design à l'enjeu de société ». Et donc j'examine un petit peu l'histoire du design, comment il s'est constitué, comment son enseignement s'est constitué et quel est le modèle un petit peu de l'enseignement du design aujourd'hui. Et donc ce qu'on va voir un petit peu ensemble ce matin, donc il y aura à peu près 1 heure d'exposé, puis on va se laisser 30 minutes justement de discussion ensemble. Et donc ce que je voulais voir un petit peu ce matin et présenter, c'est comment le design a fait école, que ce soit au sens propre comme au sens figuré.
et finalement examiner la construction de notre discipline à travers ses écoles et son enseignement. C'est aussi riche d'enseignements pour comprendre le modèle contemporain et pour comprendre également les mutations contemporaines qui le traversent. Donc je vais adopter un point de vue assez historiographique en fait, pour examiner un petit peu comment la discipline s'est construite historiquement, et s'est construite une histoire singulière aussi. Et j'ai choisi de mettre une focale particulière sur le modèle français, mais je vais poser quand même quelques jalons internationaux qui sont importants aussi pour comprendre les modèles et les contre-modèles qui ont ponctué le parcours de notre discipline et de son enseignement. Donc en France, on se rend compte que l'adoption du mot design, elle reste assez lente. Et finalement, on a un peu un espèce d'empattement de vocabulaire entre le design, l'esthétique industrielle, la stylique, la création industrielle, les arts appliqués, les arts décoratifs, les arts utiles. Donc on a vraiment une diversité de vocabulaire assez incroyable, mais sans qu'il y ait vraiment une réelle polysémie, puisque en fait, tous ces mots sont un petit peu employés souvent pour désigner la même chose, et ça peut virer aussi jusqu'à l'obscur jeu de mots. Et finalement, en France, en tout cas, cette idée des arts appliqués, du design, dans la définition, c'est plutôt lié à ce qu'on va appeler le dessin yen, du dessin yen. Donc il y a cette espèce de jeu de mots sur le but, sur la finalité, sur le projet, et en même temps sur ce qui va nous permettre de le représenter. Et en fait, la place du dessin yen, là j'entends, dans les premières formations, elle est extrêmement importante, puisqu'en fait, on est un peu les héritiers de premières formations qui sont liées au dessin, avec notamment la forme de l'atelier, l'importance de l'imitation dans l'apprentissage, hein, comme on venait de nous l'annoncer, que ce soit avec les plâtres, etc. Le travail de l'apprentissage se faisait surtout par l'imitation, et donc par le dessin. Et en fait, une des premières écoles qui a ponctué un petit peu ce parcours, c'est une école gratuite de dessin qui a été créée par Jean-Jacques Bachelier à partir de 1753. À partir de là, il y en a beaucoup d'autres qui ont été sémés sur notre territoire. Et donc, on avait d'un côté les académies des beaux-arts et puis ces écoles gratuites de dessin. On travaillait le dessin, les ornements. Et en fait, la volonté était avant tout de promouvoir la formation des artisans, de développer aussi des savoir-faire liés au métier. Le but étant, bien évidemment, d'accroître la qualité des objets manufacturés, puisqu'on est dans un contexte en 1753 où c'est vraiment les tout premiers développements de l'industrie, mais sous des formes vraiment proto-industrielles, avec des manufactures. Donc on connaît beaucoup les manufactures de Sèvres, de Vincennes, etc. Et en fait, Jean-Jacques Bachelier a travaillé très longtemps à la manufacture de Vincennes avant ses projets pédagogiques. Et donc, à ce moment-là, on parle davantage des métiers des arts de l'agrément. Et il y a aussi un petit peu, dans ce cadre contemporain, une dispute qui règne un petit peu entre les arts mécaniques et les arts libéraux, entre ce qu'on va appeler après les arts majeurs et les arts mineurs, avec justement ces académies des beaux-arts d'un côté et ces écoles de dessin où le dessin est employé justement pour créer des objets, c'est vraiment de l'art utile. Et donc il y a cette espèce de scission qui se crée à ce moment-là. Et justement, à l'ère de l'académisme, il va vraiment y avoir une rupture aussi dans la formation où peu à peu, on va s'éloigner du modèle des corporations d'artisans. Et c'est aussi ce qui va conduire à la naissance de l'École centrale des arts et manufactures en 1859. Là aussi avec l'industrie qui va s'accroître, qui va vraiment se développer de manière beaucoup plus substantielle, avec aussi la naissance d'une figure concomitante qui est celle de l'ingénieur. C'est le début aussi, l'arrivée en tout cas de l'ingénieur, qui est marquée par une pensée rationnelle, par la logique, par l'économie. Et donc, ça va être vraiment un détachement très particulier dans la pensée industrielle qui va s'éloigner justement de plus en plus de ce modèle des beaux-arts et des beaux-arts appliqués à l'industrie.
Et donc, en fait, c'est une époque qui va être marquée aussi par une doctrine qu'on appelle le saint-simonisme, qui est un courant idéologique qui repose en tout cas sur une doctrine socio-économique, et en fait qui va promouvoir cette idée de confiance dans le progrès technique en se disant que le progrès technique, c'est ce qui va permettre l'amélioration de notre civilisation, ce qui va nous sauver. Et donc, il va y avoir aussi de nombreuses propositions pour des changements de société qui seraient davantage dirigés par les industriels, les scientifiques, les artistes, les intellectuels, les ingénieurs, justement, où toutes ces personnes auraient pour tâche d'administrer une France qui devrait être un pays prospère, où régnerait la solidarité, la paix, l'esprit d'entreprise aussi, l'intérêt général, la liberté. Et c'est dans ce contexte en fait de foi dans le progrès technique que vont naître les premières écoles des arts et métiers, où va naître aussi la Martinière. Ça va être une des premières écoles qu'on connaît comme une école de design aujourd'hui, mais justement qui est née à cette époque-là. Assez peu après la Martinière vont arriver aussi les écoles parisiennes d'art appliqué, qui vont arriver davantage sous la forme d'écoles professionnelles municipales, et puis qui ensuite deviendront des collèges techniques. Et en fait, elles vont prendre ce nom d'école d'art appliqué, donc d'école d'art appliqué à l'industrie, en 1864, dans le cadre d'une grande transformation industrielle qui agite beaucoup le monde à ce moment-là. Et donc, on va avoir cette espèce de rapport à la technique qui va profondément conditionner nos modèles français. Et en fait, cette naissance de l'industrie, justement, et ce rapport à la technique, ça va constituer un moment qui est assez fondateur pour notre discipline, puisque c'est aussi le moment de la pleine réalisation de la révolution industrielle. Donc il y a effectivement ce moment de la première exposition universelle à Londres, au Crystal Palace, notamment en 1851, où on constate vraiment une mutation très profonde, puisque auparavant la production des artefacts était vraiment enracinée dans une tradition avec des conventions stables qui ont évolué de façon très lente, avec des modes de production aussi qui ont évolué relativement peu. Et d'un seul coup, les nouveaux matériaux, les nouveaux modes de production industriels, justement, vont façonner ce rapport très très différent. Et on va basculer dans un changement de société très rapide, avec des ruptures et des évolutions rapides, et dans la formation aussi, pour prendre en compte en tout cas les enjeux contemporains. Et donc c'est une exposition qui est organisée par un homme qui s'appelle Henry Cole, qui a été commissionné justement missionné par le roi pour organiser cette exposition industrielle. Et dans cette exposition industrielle, ce qui va faire polémique justement, c'est qu'on va exposer sur le même plan des objets techniques, des inventions techniques et aussi des objets d'art. Et là, il va y avoir vraiment un moment de rupture aussi entre l'art et la technique, entre les beaux-arts et les ingénieurs et industriels naissants. Et justement, c'est une époque où il va y avoir des revendications très fortes aussi de la part des artisans, puisque jusque-là, la production d'objets se faisait de manière beaucoup plus artisanale. Et d'un seul coup, en fait, ils vont se sentir doublement pillés. D'une part parce que les industriels vont piller leur forme, leur modèle formel, mais en plus vont leur faire une concurrence déloyale en produisant des objets qui vont être beaucoup moins chers, tout simplement parce qu'ils vont être faits avec des techniques industrielles. Et donc à ce moment-là, il va y avoir une tension très forte qui va se jouer entre artisanat et industrie, qu'on connaît aussi avec le mouvement des arts and crafts, par exemple. Mais globalement, ce qu'on va noter, ça va être justement un problème de qualité dans les objets industriels. Et les enjeux de la formation, à ce moment-là, ça va être justement de mettre un terme à cette perte de qualité des objets industriels et d'accroître la qualité, d'éduquer au goût aussi pour accroître justement cette qualité des objets manufacturés. Et donc le terme design, il va être utilisé pour la première fois à ce moment-là, dans son sens moderne, par Henry Cole, justement, qui a organisé cette exposition universelle et qui va fonder la première School of Design, qui sera plus tard adossée au South Kensington, qui est aujourd'hui le Victoria and Albert Museum. Et donc, le but revendiqué, c'est vraiment d'éduquer au goût
de produire des objets manufacturés de meilleure qualité. Et donc, le dessin, le design aussi vont avoir une place à ce moment-là dans la création de cette école. Et donc, Henry Cole, il a toujours une place un petit peu particulière dans l'histoire anglo-saxonne du design. On le connaît un petit peu moins en France, mais en tout cas, ça fait partie d'un de ces grands pionniers. Et effectivement, c'est une histoire qui est ignorée un petit peu, parce qu'on a des modèles en France qui sont à ce moment-là encore très, très différents. Bien qu'on a eu aussi un modèle un peu de l'école musée, un petit peu similaire à ce qu'il a proposé avec l'école Camondo, qui a longtemps été adossé au musée des arts décoratifs, qu'il est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, en France, on va plutôt se tourner davantage justement vers le côté de la manufacture, de l'ingénieur, de l'industrie. Et donc on va avoir la naissance aussi à ce moment-là de l'école centrale des arts et manufactures en 1859. Et donc on va avoir cette volonté justement de former des ingénieurs artistes aussi. Et ça, à ce moment-là, c'est aussi très intéressant, où on va vraiment essayer de réunir et d'avoir une approche conjointe entre l'art et l'industrie. Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas si éloigné de ce qu'on a connu aussi aujourd'hui, par exemple avec l'essor du design thinking dans les écoles d'ingénieurs, ou qui s'est posé aussi de manière problématique. Mais en tout cas, on avait déjà cette volonté à ce moment-là de former des ingénieurs artistes, par exemple. Et donc, en fait, la tension entre la technique et l'artistique, elle est assez fondamentale dans notre modèle français et dans les écoles françaises. Et en fait, il y a toujours eu, en philosophie en tout cas, un débat entre l'art et la technique qui a agité le monde, qui est au fondement même de notre discipline, puisque elle est née justement au moment de la révolution industrielle, des premières manufactures, et ce moment justement où l'art était assiégé un peu dans sa tour d'ivoire par la technique. Et le design, en fait, dans sa définition même, que peuvent en avoir certains philosophes, comme Pierre-Damien Huyghe, en parle vraiment d'un détachement lié à l'art dans l'industrie. Donc, en fait, cette espèce de tension entre art et industrie, entre art et technique, elle est absolument fondamentale pour comprendre notre modèle, et c'est une tension qui se répercute toujours aujourd'hui dans l'histoire de nos écoles et de nos institutions. Et donc, c'est aussi ce moment où on va commencer, à partir de 1850 à peu près, à développer et adopter ce vocabulaire justement des arts appliqués à l'industrie, aussi des arts décoratifs. On va commencer à affirmer une identité très singulière avec la Société de l'art industriel, qui se crée en 1845, qui va devenir justement après l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, et l'Union aussi ensuite, l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD, qu'on connaît encore aujourd'hui sous cette forme, et qui a été créée justement dans le sillage des grandes expositions universelles pour mettre en valeur les arts appliqués, les arts décoratifs, pour créer des liens entre industrie et beaux-arts, et entretenir finalement un petit peu en France en tout cas une culture des arts qui poursuivent un petit peu la réalisation du beau dans l'utile. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de 1877, l'institution fondée par Bachelier, qui était donc l'école gratuite de dessin, elle va être rebaptisée École des arts décoratifs, et c'est justement cette école qui deviendra l'actuelle ENSAD, l'École supérieure des arts décoratifs. Et donc on voit bien que la tradition du design et des arts appliqués en France, elle est aussi fondamentalement liée à cette histoire du dessin, et notamment justement des premières écoles de dessin. Et donc en 1877, c'est cette naissance justement de l'école des arts décoratifs, dont vous pouvez avoir une image ici d'un cours de modèle vivant. Et donc à ce moment-là, on est toujours dans cette idée de limitation, et en même temps, il y a un vrai travail de rupture avec l'académisme, puisqu'en 1880, on a les premiers contours de l'enseignement technique qui arrivent, justement pour répondre aux nouveaux modes de production, à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée aussi, où on a besoin justement de main-d'œuvre qualifiée pour les métiers d'art et l'industrie. Et donc, c'est aussi le moment où peu à peu, on va avoir des lois très précises sur l'enseignement technique,
la loi Astier, notamment en 1919, qui va justement figer un petit peu l'enseignement technique, industriel, commercial, l'enseignement professionnel aussi. Et puis, on arrive très vite en 1921, pardon, où Paul Dugas va être nommé premier inspecteur général, justement, des arts appliqués. Et donc, Paul Dugas, à ce moment-là, il assurait aussi des cours de composition décorative à l'École nationale des arts industriels de Roubaix. Et justement, il y a des liens très précis qui seront éclairés lors de la journée de demain par Alexandre Alibrandi et Sylvie Achéré sur ces liens entre ANSET et SAT, puisqu'il y a vraiment des rapprochements très clairs qui ont été faits. Les SAT, justement, elle participe aussi de cette histoire française dans la mesure où ça a d'abord été une école des arts industriels qui, justement, par la suite, a été fusionnée avec un lycée technique, et donc qui a largement tiré parti de cet établissement de l'enseignement technique, et qui fait qu'on a toujours, effectivement, en France, ce rapprochement entre la technique et l'art, dans un modèle français qui est tout de même très marqué par la tradition des métiers d'art, des industries d'art, avec aussi un style, à l'époque, art déco très à la française. Et donc l'enseignement technique, il a été vraiment pensé à cette époque-là pour répondre aux nouveaux modes de production industrielle. Et donc pour mettre des jalons un petit peu plus internationaux, en 1919 et en 1920, au moment où on pose justement ces jalons de l'enseignement technique en France, eh ben, c'est le moment où on va voir fleurir justement en Allemagne notamment avec le Bauhaus, des enseignements qui sont au contraire absolument non fondés sur le dessin et qui sont davantage fondés sur l'architecture. Et en fait, au Bauhaus, on va avoir un principe qui va être le principe des ateliers, qui ont été justement très, très organisés par Walter Gropius lorsqu'il a proposé cet organigramme des enseignements du Bauhaus. Et donc, en fait, le principe d'atelier qu'il conçoit, c'est aussi pour reprendre un petit peu l'idéal des corporations d'artisans, notamment à la période du Moyen-Âge. Et donc, on va avoir aussi cet idéal de la communauté de travail qui va marquer beaucoup le Bauhaus comme école, qui va vraiment se constituer comme une communauté entre élèves, professeurs, où on va entremêler justement les activités conjointes d'artistes et d'artisans aussi, puisqu'en fait, dans chaque atelier, on va avoir des maîtres de forme d'une part et des maîtres qui vont être qualifiés maîtres d'atelier. Et donc, on va avoir une dissociation un petit peu entre l'art et la technique, mais en même temps, une volonté d'approche conjointe avec ces deux maîtres dans un même atelier. Et il y a vraiment cette idée de communauté aussi qui est très très forte, puisque les enseignants sont des maîtres, les élèves sont des apprentis, qui passeront compagnons et puis qui seront amenés à devenir maîtres à leur tour. Et donc, dans le Bauhaus, il y a plusieurs phases un petit peu différentes avec différents directeurs. Donc, on n'est pas sur un modèle qui est complètement uniforme dans les modèles pédagogiques, puisque chaque enseignant va avoir un petit peu ses propres méthodes. On va avoir, par exemple, Johannes Itten, qui va vraiment établir une vraie rupture avec l'idée d'imitation. On va avoir aussi Moholy-Nagy, qui va se positionner davantage dans un enseignement comme une découverte, où les élèves, où les apprentis vont être amenés à découvrir, justement à faire l'expérience de processus techniques, physiques aussi. Et Joseph Albers, qu'on connaît un petit peu plus, notamment pour ses expériences sur la mise en forme logique des matériaux, sur leur possibilité techno-esthétique. Donc là aussi, il y avait vraiment une approche par le faire, par la main, en faisant des expériences assez particulières avec du bricolage, le jeu aussi avec des matériaux sans utilité immédiate. Ça pouvait être des chutes de bois, des fils de fer, des morceaux de tissu, des pages de journaux, des vieilles boîtes d'allumettes. Et c'est justement Albers qui va développer un petit peu l'idée
d'expression plastique par la pensée constructive, l'invention constructive. Et globalement, il va y avoir une place très très particulière à ce moment-là, à l'expérimentation aussi autour de la matière dans le processus d'idéation. Et il va y avoir une certaine continuité avec le Black Mountain College quand la plupart justement des enseignants du Bauhaus fuient aux États-Unis au moment de la fermeture de l'école par le Troisième Reich. Et en fait, Albers notamment va s'associer à d'autres pour enseigner au Black Mountain College, qui est en fait une université libre et expérimentale, qui a été fondée en 1933 en Caroline du Nord et qui a duré à peu près jusqu'en 1957 avec quelques périodes d'interruption. Mais là, on est vraiment sur une plateforme qui est vraiment spécifiquement dédiée aux pratiques artistiques d'avant-garde. Donc on est sur un modèle pédagogique qui est extrêmement radical, avec une proximité aussi avec la pédagogie de John Dewey, qui est un pédagogue qui est en fait une grande figure de l'éducation nouvelle et qui se base notamment juste sur la notion d'expérience. Et donc on a un projet pédagogique très radical avec une expérience qui est marquée aussi par la communauté, par une modalité de transmission des savoirs qui va être beaucoup plus horizontale. Donc on retrouve effectivement Albers avec ses expérimentations. Il y avait aussi d'autres enseignants comme Buckminster Fuller qui a enseigné l'architecture, qui y a déployé notamment tout son raisonnement sur les dômes géodésiques. Il y a aussi des choses qui sont très très variées. Il y avait des enseignants qui enseignaient la musique comme John Cage, la danse aussi comme Merce Cunningham. Donc on est vraiment sur des pratiques très très avant-gardistes, et ça se traduit aussi justement dans la pédagogie, puisqu'en fait il y a une gestion complètement collective, complètement démocratique de l'école, où les élèves vont aussi cultiver le potager, faire à manger pour tous. Donc en fait, l'art y était intégré presque à la vie quotidienne, et ça devenait une pratique d'exploration, de transformation, pour préparer les étudiants à ce qu'ils appelaient la résolution de problèmes, avant tout dans un contexte interdisciplinaire. Et ce qui est très important justement à ce moment-là, c'est cette naissance du contexte interdisciplinaire, pluridisciplinaire, où on va vraiment essayer de croiser les différentes disciplines, et surtout, contrairement au Bauhaus justement, où il n'y aura pas de hiérarchie entre les différents enseignements. Et en fait, cette idée de contexte interdisciplinaire, ça sera poursuivi justement en Allemagne, avec la Hochschule für Gestaltung qui s'écrit à Ulm, donc dans un contexte très particulier, puisque c'est ce qu'on appelle l'Allemagne année zéro, donc dans une Allemagne qui a été très très dévastée par la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très intéressant justement dans cette école, c'est l'apport qu'il va y avoir des sciences humaines, et également l'introduction très très marquée des méthodologies scientifiques. Et en fait, cette école, elle a été pensée par son créateur, Otto Leischer, comme un organe en fait, de rééducation politique par les arts, justement dans une Allemagne extrêmement dévastée. Et elle va être divisée en 5 sections. Et donc, ce que Otto Leischer avait envisagé, c'était donc les sections urbanisme, architecture, design industriel, communication visuelle, qui regroupait design graphique, photographie et cinéma, et ensuite information. Et c'est un modèle un petit peu qui a changé après avec l'arrivée justement du Suisse Max Bill, qui est arrivé à la tête de cette école. Mais ce qui est très intéressant justement, c'est que ce qui avait été pensé, c'est que le champ politique soit l'objet de chacune des sections. Alors ça s'est atténué un petit peu justement, mais après on avait l'arrivée aussi de l'économie, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie, et on avait une structure aussi dans cette école qui était plus horizontale, qui était moins descendante, et qui comptait aller davantage justement de la pratique à la théorie. Et à côté des enseignements praticiens, justement, il y a eu de nombreux experts en sciences humaines et sociales qui ont enseigné,
des historiens, des écrivains, des philosophes, des politologues aussi. Et donc, c'est à l'origine d'une nouvelle philosophie éducative qui va servir aussi d'inspiration par la suite en France à l'Institut de l'environnement. Et il y a eu des liens assez forts entre ces deux écoles. Je reviens juste un petit peu en arrière. Donc, l'Institut de l'environnement, alors il y a très peu d'iconographie à ce moment-là. C'est une école un petit peu particulière, un peu expéditive. On peut dire qu'elle va mener un petit peu la blitzkrieg du design. Ça va être un peu une guerre éclair, parce que c'est une école qui va durer un petit peu de 2 ans et qui va s'inscrire dans un contexte un petit peu particulier. Et justement en France, à ce moment-là, donc au même moment que l'école d'Ulm dans les années 50, on va avoir toujours pas d'école de design, mais c'est le moment où on va commencer à parler d'esthétique industrielle. Et on va parler d'esthétique industrielle justement avec Viennot. Et Jacques Viennot, en fait, il va être responsable d'un cours spécifique de design industriel qui va être assuré dans une école d'art appliqué, justement, qui se trouve rue du Petit Thouars, et donc qui est anciennement l'école du Perret. Et cette école, en fait, ce cours en tout cas, alors c'est pas encore une école de design à proprement parler, mais c'est un cours d'esthétique industrielle, et il va vraiment se positionner comme une réponse à la création de la Hochschule für Gestaltung. On va avoir aussi ensuite à l'ENSAD justement un cycle de conférences d'initiation à l'esthétique industrielle qui sera tenu par Maurice Barret, qui faisait partie du cabinet de Raymond Levy. Et le vrai enseignement qui aura lieu à l'ENSAD sera justement créé en 62 avec Roger Talon. Et donc on est quand même dans un contexte pédagogique en France qui est assez particulier à ce moment-là, justement, qui est aussi post-mai 68, où on va avoir une France qui va être très critique vis-à-vis de ce qui va être dénoncé comme un isolationnisme, en fait, qui va être induit et entretenu par les beaux-arts. Donc il y a vraiment une volonté de rupture très claire avec cet académisme, puisqu'on est dans un contexte pédagogique qui, contrairement où en Allemagne c'est très marqué par la recherche, en France c'est au contraire très fermé par la recherche, et ça va être notamment très critiqué au moment de mai 68 par les étudiants en architecture, alors qu'à l'international, c'est une période qui est marquée par l'essor des design studies, des design méthodes, où vraiment le design va commencer à se construire comme une discipline qui réfléchit à ses méthodes, à son épistémologie, où va y avoir justement cette gestation de la recherche en design. En France, on est encore un petit peu à la traîne, on est encore sur le format art appliqué, sur le format art décoratif. Et en 1970, justement, c'est l'Institut de l'environnement qui va se positionner un petit peu comme un récif dans cette tempête post-mai 68, où la plupart de nos institutions éducatives et culturelles, elles ont fait naufrage. Et en fait, ça a été pensé à cette époque-là un peu comme une super ENSAD. Ça a été annoncé comme ça. Et le but, c'était d'avoir justement une transmission très horizontale à nouveau, mais aussi d'avoir une politisation, un petit peu comme à Ulm. Et effectivement, par exemple, à la sortie de cet institut, on a pu trouver le collectif Grappu, qui est un collectif de graphistes qui est très politisé, justement. Et dans cette école de l'Institut de l'environnement, on va justement avoir l'apport des sciences humaines et de la science, qui va être très très important, comme à Ulm, où l'architecture pédagogique, en fait, elle est fondée sur 4 axes pragmatiques, que sont l'architecture, la communication, le design et l'urbanisme, et qui vont croiser 4 axes scientifiques, que sont la méthodologie, l'économie, la sociologie et la psychologie. Et c'est abordé un petit peu comme une grille, comme une matrice. On va pouvoir croiser architecture et méthodologie, architecture et économie, architecture et sociologie, architecture et psychologie, et idem pour la communication, le design et l'urbanisme.
Et donc effectivement, cette école, c'est un petit peu une parenthèse enchantée à ce moment-là, puisqu'elle n'a connu que 2 ans d'existence et qu'elle a été fermée effectivement très 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 vite, une fois que les autres institutions françaises se sont un petit peu relevées. Et à la fin des années 70, justement, il y a la volonté de relever ces institutions, des vraies volontés aussi de politique publique dans le design qui vont commencer à naître. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est que la première formation au design qu'on connaît en France, ben, c'est pas du tout dans une école d'art appliqué, c'est pas du tout dans une école d'art décoratif, mais c'est dans une école d'ingénieurs à l'UTC Compiègne, où justement une formation en design a été créée pour les élèves ingénieurs en génie mécanique, sous l'impulsion de Daniel Carante, justement. Et donc finalement, cette idée de l'ingénieur créatif, qui venait déjà dès le départ, dès la construction de la discipline, elle est toujours présente aujourd'hui, puisqu'on a toujours des formations au design dans les écoles de commerce, de management, d'ingénieurs aussi. Et donc, la première formation en design, elle est née à l'UTC Compiègne. Et à ce moment-là, justement, donc on est vraiment à l'aube des années 80. Et il y a eu un article de Thierry Gaudin dans la revue Culture Technique qui, justement, porte sur l'enjeu de l'enseignement du design industriel en 1980. Et en fait, il explique qu'à la suite d'une initiative du ministère de l'Industrie, il y a une commission interministérielle qui se réunit très, très régulièrement justement pour parler du problème de l'enseignement du design en France. Et donc, ça associe à la fois les ministères de l'Industrie, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, le ministère des Universités. Et en fait, ils se fondent sur le fait que dans tous les pays, les consommateurs sont extrêmement attentifs à ce qu'ils appellent les qualités fonctionnelles et esthétiques des objets produits. Et dans cette idée de concurrence aussi internationale, l'esthétique industrielle, elle va constituer une innovation technologique, avec l'innovation technologique, un enjeu très très important justement pour le développement des entreprises dans une économie de marché, que ce soit sur le marché intérieur, mais aussi à l'exportation. Donc c'est vraiment des stratégies économiques qui vont pousser à adopter des politiques publiques en faveur du design et de son enseignement. Et donc le Conseil des ministres du 17 janvier 1979 avait décidé justement que seraient mis en place dès 1980 des enseignements de la conception de produits, donc de design, dans les principales écoles d'ingénieurs et dans les universités de technologie. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est quand même de se dire que l'emploi du mot design, il est absolument exogène à nos formations. Et ça, c'est une histoire qui est encore peu documentée, peu racontée. Mais par la suite, en fait, il y a une consultation, justement, qui a été lancée par ce qu'on a appelé la délégation à l'innovation et à la technologie, qui a été menée justement par Thierry Gaudin, en liaison avec le ministère des universités sur la constitution de ces enseignements nouveaux. Et donc Thierry Gaudin, c'est un prospectiviste. Et à cette époque-là, justement, c'était la grande naissance de la prospective comme science visant à préparer le futur de l'être humain, à élaborer des scénarios, à prendre des décisions et à légitimer les actions. Donc c'était très très utilisé justement dans les leviers politiques. Et à ce moment-là, justement, on a, dans le cadre de ces premières fondations des enseignements de design dans les écoles d'ingénieurs, au même moment, il y a des difficultés justement très claires de positionnement de l'ENSAD sur ces enseignements de design qui va mener à la création de l'ENSI en 1982, qui va être impulsée par Jack Lang et Claude Mollard. Et Thierry Gaudin va justement participer aussi à cette création de l'ENSI. Et donc, on est justement dans cette période un petit peu particulière où on va vouloir justement faire de la création un peu un facteur de développement de nos sociétés. Et en fait, la création de l'ENSI, elle a notamment été annoncée par M. François Mitterrand, président de la République à ce moment-là, qui s'est exprimé lors d'une allocution à l'occasion d'un colloque qui s'appelait Création et développement, qui s'est tenu à la Sorbonne, et justement qui se confrontait un petit peu au rôle de l'innovation face à la crise internationale qu'on connaissait dans les années 80.
Et justement, la création était envisagée pour relever les grands défis du monde contemporain, du monde post-industriel aussi, parce que c'était vraiment, on est au moment de la crise, de la crise post-industrielle. Et il s'exprimait justement en des termes très très précis, économistes, syndicalistes, industriels, artistes, écrivains, savants, techniciens, philosophes, chacun à sa façon créateur. Fini l'époque où le savant et l'artiste, campant chacun sur son territoire, s'ignoraient l'un l'autre, comme appartenant à deux mondes étrangers. Et donc là, on est fondamentalement sur un discours qui est très saint-simoniste, en fait, sur cette idée du progrès, de la prospective aussi, où on va inventer le monde de demain par la création. Et justement, on a cette foi dans le progrès, dans l'innovation technique, dans l'innovation technologique. Et donc, c'est là qu'il va annoncer la création de l'ENSI. Donc, il va expliquer que justement, le projet français, c'est d'investir dans la formation technologique, d'investir aussi dans la création artistique et intellectuelle. Et donc, il explique une série de mesures. Donc, la fondation de la première école nationale de création industrielle, la réforme du cinéma aussi, la préparation d'une loi sur l'éducation artistique des jeunes, la reconnaissance d'art et techniques laissées un petit peu en marge, comme les musiques populaires, la bande dessinée, la photographie, la mode. Donc, il y a vraiment une promotion très, très particulière à ce moment-là de tous ces arts. Et le but, en tout cas, et il le formule ainsi, c'est d'éveiller les capacités créatrices éparses dans les profondeurs de notre peuple. Donc c'est vraiment des volontés extrêmement précises. Et ce qui est intéressant, en tout cas sur le plan pédagogique, c'est qu'à l'époque, l'ENSI, elle se présente, en tout cas par Monza de Saint-Julien, qui a été à sa tête lors des premières années. L'ENSI, elle se présente comme une école où l'on n'enseigne pas. Donc on pourrait se dire que c'est un petit peu une expérimentation pédagogique qui pourrait faire un petit peu penser au Maître ignorant de Jacques Rancière, mais en tout cas il y a cette idée d'une expérimentation pédagogique et aussi d'une école voulue un petit peu comme un kit où les étudiants vont pouvoir se faire un petit peu un parcours à la carte, ils vont pouvoir être acteurs de leur propre formation, d'où un découpage en fait en ateliers qui vont fonctionner chacun sur le modèle d'une entreprise. Et chaque atelier va avoir un partenariat avec une industrie, un organisme ou une collectivité aussi. Et à chaque fois, ça va se fonder vraiment sur le projet réel. Alors, c'est une architecture qui est toujours d'actualité aujourd'hui, donc où on a toujours un partenariat par atelier, où il y a toujours cette idée de projet réel. Et en fait, ils vont vouloir opposer justement l'expérience à l'expertise et la découverte à la connaissance. Donc, ils vont avoir vraiment ça va être aussi un projet pédagogique très, très radical. Dans ce moment, justement, où les politiques publiques, elles s'emparent de l'enjeu du design aussi. Ça va être le moment où on va créer l'APCI en 1983, où il va y avoir vraiment des constats qui sont faits aussi d'une absence d'une culture du design en France. Et il y a justement cette volonté d'opérer un petit peu ce redressement un peu créatif, justement, pour être beaucoup plus... en tout cas, pour favoriser l'essor économique et culturel français. Et d'ailleurs, c'est des velléités qui sont relativement d'actualité, qui était toujours le cas, en tout cas en 2013, puisque sous la présidence Hollande, on avait le ministère du redressement productif, qui était dirigé par Arnaud Montebourg, si je me souviens bien. Et il y avait justement à ce moment-là un constat qui a été formulé par Alain Cadix, qui était alors, je vais y arriver, qui était alors directeur de l'ENSI, et qui justement notait une absence en fait d'une culture du design en France, et qui a créé justement un mémoire à l'intention du ministère qui s'appelait Pour une politique nationale de design, et qui entendait justement promouvoir l'enseignement du design en France, et il trouvait qu'on n'était toujours pas compétitif dans le cadre international. Et donc il expliquait qu'il ne peut pas y avoir de redressement productif sans redressement créatif.
et que justement il ne peut pas y avoir de redressement créatif et productif sans déploiement d'une politique ambitieuse d'éducation artistique et culturelle, mais aussi technologique et industrielle pour tous. Donc en fait, cette idée des politiques publiques de design, elles sont nées un petit peu à ce moment-là dans les années 80, dans les années 70-80, et elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et à ce moment justement de toutes ces politiques publiques, c'est le moment aussi de la restructuration des formations d'art appliqué, avec une nouvelle architecture de nos formations, du niveau 2 au niveau 4. Et c'est le moment aussi de la création dans les années 80 du DSAA, avec Jacques Denier et le plan Sorel. Toutes ces grandes idées, en tout cas cette grande réforme sera effective davantage en 1981. Et ça va être un moment un petit peu compliqué aussi à traverser pour nos écoles, puisque c'est un moment où on va se remettre sur une structure qui est complètement différente, avec l'arrivée aussi des bac F12. Donc on va avoir aussi une structuration de nos formations à ce moment-là, dans les écoles d'art appliqué en tout cas, qui va être fondamentalement fondée sur le savoir-faire et sur l'intelligence de la main. Et c'est des choses qui sont annoncées très très précisément et qui vont se poursuivre aussi lors de la rénovation des diplômes qui va suivre. Et donc cette histoire en 1980 pour les écoles d'art appliqué, elle est un petit peu particulière, et elle sera aussi très bien relatée, je pense, demain par Madame Lacascade, qui a été proviseure de l'ESAT et qui va revenir justement sur certaines difficultés dans la création de l'école. Donc tous ces diplômes d'art appliqué, ils vont être rénovés à nouveau dans les années 2000 sous l'impulsion de Françoise Coeur. Et il va y avoir cette volonté de structurer l'acquisition des compétences et des connaissances en déterminant des outils et des méthodes. Et donc cette idée d'outils et de méthodes qui sont constitués justement dans les écoles internationales à partir des années 50-60, elles se constituent vraiment seulement en France à partir des années 2000. Et donc c'est effectivement à partir des années 2015, après que le bac STD2A va adopter enfin le mot design, sous l'impulsion de Brigitte Flamand, à la suite du rapport Design et métiers d'art de 2015. Et donc, effectivement, on va avoir une adoption extrêmement tardive aussi, à cause de ce fameux bagage très, très singulier et historique des arts décoratifs, des arts de l'agrément, et de ce rapport justement extrêmement conflictuel entre l'art et la technique, et où on voulait absolument essayer de ménager les deux en conservant cette appellation de art appliqué, sous-entendu à l'industrie. Et finalement, on va finir par adopter tout de même ce mot design, qui fait davantage un consensus international, justement pour être davantage compétitif et mettre un peu au niveau nos formations de ce qui existe dans les autres pays. Et donc en fait, ce qu'il faudrait pour conclure et synthétiser un petit peu, ce qui est important de retenir justement sur cette constitution de notre discipline, c'est justement ce passage des enseignements très pragmatiques, très techniques, ce qui a été le cas justement toujours en 1981 dans les BTS aussi, auparavant dans le bac F12, on était vraiment sur des choses très très pragmatiques, et au fur et à mesure justement on s'oriente vers des enseignements qui sont beaucoup plus scientifiques, qui vont suggérer une certaine épistémologie, qui vont suggérer aussi un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils qui vont être plus ou moins stabilisés. Mais en tout cas, tout ça, en fait, cette idée de réfléchir à cette épistémologie, c'est aussi le chemin de construction d'une discipline. Et on verra justement cet après-midi dans la seconde intervention que l'évolution contemporaine de notre discipline, elle se tourne davantage vers une transversalité des savoirs, qui peut être effectivement héritée de Ulm, de l'Institut de l'environnement, qui a été aussi dénoncé à un certain moment comme une perte de savoir-faire
Est-ce que c'est le cas? C'est pas forcément sûr, mais en tout cas, on est aussi aujourd'hui dans la construction d'une discipline qui est en fait une indiscipline. En tout cas, il y a des chercheurs qui en parlent comme ça. Preuve en est, c'est qu'il n'y a absolument pas chez les universitaires de section CNU design. Alors, ça ne veut pas dire qu'il en faudrait une, mais en tout cas, tous les doctorants ou docteurs ne sont pas docteurs en design, mais le sont soit en esthétique, en anthropologie, en sciences de l'information et de la communication. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on va emprunter à chaque fois une épistémologie, qu'on va cheminer vraiment à travers d'autres disciplines. En tout cas, la pluridisciplinarité, elle a un sens particulier dans le cas du design. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on va avoir aussi des modèles pédagogiques fondés sur des pôles de compétences, justement, qui vont être distribués dans plusieurs enseignements et qu'on va plus être justement sur des compétences qui sont empilées, en fait. Et on va aussi avoir un travail beaucoup plus cognitif, finalement, dans la génération des idées, dans le processus de conception, où l'idée, en fait, elle va plus partir seulement de l'expérimentation de la matière, comme c'était le cas, par exemple, au Bauhaus, mais ça va davantage faire l'objet d'un processus cognitif abstrait, justement, qui s'appuie sur des outils, qui s'appuie sur des méthodes. Et on va cheminer justement de cette idée dans le design du faire à l'idée justement de penser. C'est une mutation vraiment qui accompagne aussi l'idée du contexte contemporain, des injonctions à l'innovation, avec le design qui devient très pervasif, avec le design thinking, le design le design des services publics, le design d'intérêt public aussi. Donc, on a vraiment cette volonté d'inscrire le designer à la fois dans les débats sociaux qui nous sont contemporains et en même temps dans un monde qui est celui aujourd'hui, justement, un monde post-industriel du capitalisme cognitif, et cette évolution justement du faire à penser, elle va se lire très clairement dans nos formations aujourd'hui, justement, où on passe de ce faire un peu historique justement à cette idée de penser, d'avoir tout l'impact des sciences humaines qui va nourrir justement tous nos cursus et nos curriculums, en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci. Il y a un deuxième micro, ouais. Je te laisse. Allô? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Bon, donc merci beaucoup Léa pour cette présentation riche, très dense et puis assez accélérée malgré tout sur quand même une période, une chronologie qui est quand même très très large. C'est une opération de synthèse. Voilà, donc mais c'est toujours nécessaire, mais on voit bien qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Et que c'est très difficile aujourd'hui d'appréhender les formations en design en ayant conscience justement donc de ce passif qui est quand même assez extraordinaire. Et encore, on aurait pu remonter encore bien plus loin, mais c'était déjà un exercice pas évident. Donc merci et bravo pour cette présentation. Du coup, peut-être que parmi les quelques présents dans la salle, des questions se posent. C'est le moment, il ne faut surtout pas hésiter. De toute façon, il y a autre réaction hein, d'ailleurs. Donc, c'est le moment donc, de lever des mains inquiètes ou questionnantes. Oui. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Du coup, vous rappeliez à juste titre le rôle en fait et l'essence un peu transdisciplinaire qu'il y a dans le design. Et ça m'évoquait en fait l'idée un peu d'une construction justement à la différence d'autres domaines où la technique a vraiment une part importante. Quelque chose qui est plus lié sur l'ordre de la rencontre et par rapport au lieu de l'école. J'ai l'impression que ça repose un peu là-dessus, cette idée de rencontre, d'échange et vraiment d'avoir une communication entre des pôles éloignés. Et du coup, ma question, ce serait en fait quelle place faire justement à cette notion de rencontre dans l'enseignement et la pratique peut-être du design. Voilà.
En fait, effectivement, vous avez tout à fait raison. Cette idée de rencontre, en fait, elle est tout à fait primordiale, à la fois dans le côté historique des écoles, justement, avec ces modèles pédagogiques très particuliers, mais aussi, en fait, dans un contexte contemporain où, en fait, la plupart des designers, des architectes, des artistes aussi qui sortent des écoles se constituent très souvent en collectif. Donc en fait, il y a cette idée de la pratique de notre discipline aussi, déjà comme une rencontre en soi, qui influence beaucoup sur le caractère pluridisciplinaire de la pratique aujourd'hui. Après, effectivement, c'est des choses qui sont aussi travaillées dans certaines écoles où les étudiants sont amenés beaucoup à travailler à plusieurs, à échanger ensemble, à travailler en groupe. C'est le cas vraiment de manière poussée aussi dans certaines écoles, comme l'ANSSI, je crois, où les élèves sont autorisés, par exemple, à faire des projets de diplôme à plusieurs, il me semble. Ils ont absolument le droit de faire ça. Je crois que ce n'est pas encore le cas dans nos formations en DSA. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas, d'ailleurs, cette possibilité-là. On peut ? Je veux dire, on a toujours invité, mais il y a toujours un refus. Ah et ouais, tout à l'heure, tu parlais d'indiscipline. Moi, je trouve que c'est dans une caractéristique peut-être qui devrait un petit peu être travaillée. C'est montrer qu'il n'y a pas qu'une discipline personnelle. Et oui. qu'on peut peut-être orienter un petit peu plus le travail vers le collectif. Je dis ça parce que moi, je suis en animation et on n'a jamais eu que, en 20 ans, 3 projets collectifs. Ouais. Mais je crois que c'est faute de l'encourager. Je pense que, après, c'est au niveau pédagogique, je pense qu'on a un peu un intérêt à revoir, non pas certaines dénominations de diplôme, mais dire, vous pouvez le faire en collectif à la fin. De toute façon, ça a un intérêt, mais magistral. Enfin, oui, mais effectivement, je pense qu'il faudrait que ça figure de manière plus précise, justement, dans les référentiels pour encourager. De toute façon, la plupart des professeurs travaillent beaucoup quand même avec des projets en groupe. Donc, en fait, cette idée de la rencontre, elle vient aussi dans le travail en groupe. Et en fait, dans les référentiels, c'est abordé davantage sur l'idée du champ professionnel, où en fait cette ouverture aux autres disciplines, elle est légitimée par le fait, tout à fait logique d'ailleurs, que une fois insérés dans le monde professionnel, les étudiants vont être amenés à travailler avec d'autres personnes. Effectivement, quand on est designer, on va devoir travailler avec des ingénieurs, des marketeurs. En fait, on va être... et c'est un peu ce qui fait dire à certains que finalement, de manière un petit peu péjorative aussi, que le designer, c'est un peu le spécialiste de rien et le généraliste de tout. Ce qui est en même temps vrai et en même temps faux, parce que justement, il y a des vraies compétences sur cette capacité justement à réfléchir aussi selon d'autres points de vue et à pouvoir utiliser justement les outils et les méthodes d'autres disciplines pour réfléchir et pour faire projet en fait. Et effectivement, faire projet, à mon sens, c'est aussi une question de rencontre, c'est effectivement aussi une question de collectif et ça devrait être largement poussé. Ouais. Toujours pareil, c'est faire un workshop, mais c'est jamais appliqué. Alors, justement, pour rebondir, je vous passe le micro tout de suite. C'est vrai que la question aussi qui se pose peut-être derrière, c'est comment les entreprises, les professionnels perçoivent, dans le cadre tout simplement de leur recrutement, des candidatures dont l'expérience reposerait sur une signature collective. Il y a aussi, même si on avance, je pense, très très largement sur ce terrain-là, autour du design, un mythe qui remonte justement quand même globalement aux années 80, qui est celle de la signature d'auteur, de designer, artiste. Et on pourra peut-être revenir ultérieurement dans nos échanges sur cette question-là, puisqu'il y a aussi toute cette question de
la séparation entre les formations de design du ministère de l'Éducation nationale et celles du ministère de la Culture, même si ces tutelles, certaines des structures que tu as pu citer, n'appartiennent pas forcément donc au même régime d'encadrement ou d'autorité. Exactement, et on en parlera justement cet après-midi. C'est aussi ce qui fait la singularité de notre modèle français. Exactement. C'est les ministères de tutelle. Alors, je vais vous passer le micro. Vous aviez une question? Oui, j'avais une question, égoïstement. Où situez-vous l'architecture par rapport au design? Parce que quand je vois cette histoire-là, c'est l'histoire de l'enseignement de l'architecture et de l'enseignement de l'architecture. C'est exactement Kif Kif Bourrico, la mise en place d'ateliers. On a toujours eu une pédagogie d'ateliers, la mise en place de travail collectif, on a le travail collectif. Donc comment est-ce que vous insérez l'architecture comme une petite partie du design? Ou c'est un peu ça ma question. Non, je n'insérerai pas l'architecture dans une petite partie du design. Pour moi, c'est deux disciplines vraiment séparées et différentes, mais en même temps, en regardant l'histoire, ça serait davantage l'inverse, et ça serait plutôt le design qui serait une petite partie de l'architecture, puisqu'en fait, le design a longtemps été pratiqué par des architectes. L'école du Bauhaus, le but ultime, c'était l'architecture. Donc en fait, le design s'est constitué, en tout cas historiquement, notamment en Allemagne ou dans d'autres pays, pour justement servir l'architecture. Et même en France, on a beaucoup d'architectes designers. En tout cas, c'est une identité qui s'est beaucoup construite comme ça à l'époque de la modernité. Donc je mettrais plutôt les choses dans le sens inverse. Effectivement, il y a une grande partie de l'histoire, en tout cas des deux disciplines, qui est tout à fait conjointe. Ouais. Mais en même temps, l'idée de subvertir une discipline à l'autre, ça m'embêterait un peu. Mais en tout cas, c'est certain qu'elles ont une histoire conjointe, et que historiquement, dans l'histoire, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le design qui est une petite partie de l'architecture. Moi, je m'interroge sur un autre aspect. C'est que, pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, la question de la signature, qu'elle soit collective ou singulière, elle est aussi, à mon avis, au cœur donc, de cette question. Comment l'architecte, le designer ou l'artiste se perçoivent eux-mêmes, se construisent eux-mêmes leur propre profil. Parfois, pour certains, il y a des questions de curseur, mais certains architectes refuseront de manière catégorique de voir leur bâtiment investir par des productions de designers qui n'ont pas été intégrés à leur propre projet, et se chargent de balayer intégralement tout le programme, à la fois du bâti, mais aussi de son équipement, et peuvent autant revendiquer l'étiquette ou la casquette d'architecte et de designer, quand d'autres créent une frontière, ou en tout cas se refusent à pouvoir tout simplement imaginer qu'on peut être et l'un et l'autre à la fois. Il y a une ambiguïté qui est souvent rappelée à propos du designer, c'est que il peut souvent être le liant de plusieurs questions ou problèmes sur un seul et même projet. Il est aussi, dans de nombreuses situations, spécialiste du rien et intervenant un peu sur de multiples aspects. Et là encore, toujours sur la question que nous évoquerons peut-être d'ailleurs plutôt cet après-midi, comment un artiste, ayant eu un parcours strictement, on va dire, uniquement plastique, les formations elles évoluent aussi, c'est pareil, ce qui relève des questions d'appellation, d'usage de termes, donc d'art appliqué, d'esthétique industrielle, de design,
les mêmes problématiques se posent aussi côté artiste, j'ai envie de dire, entre élèves des beaux-arts, être dans le domaine des beaux-arts, être finalement un plasticien, là aussi, hein, dans les années 60, pour plutôt être aujourd'hui un artiste visuel, donc terme très large, très fourre-tout. Et d'autant qu'aujourd'hui, il y a des options de design aussi dans les écoles des beaux-arts. Et même avant, justement, donc... l'exploitation d'un terme qui est d'origine anglo-saxonne, hein, des visual studies, pour parler effectivement donc, de la création artistique contemporaine et de leur formation. On a aussi cette même, alors si pas ambiguïté, en tout cas cette même revendication de pouvoir franchir des lignes, de pouvoir œuvrer sans pour autant prendre en considération des frontières ou perméables. Et c'est un petit peu toute l'ambiguïté, hein. À la fois, c'est très difficile pour nous, comme pour d'autres, hein, sans doute, architectes, d'accepter, par exemple, d'être catalogué derrière l'étiquette d'artiste ou de créateur, quand effectivement certains ont des approches particulièrement donc, programmatiques, pragmatiques, et donc pensent d'abord leurs interventions autour de problèmes à analyser et à résoudre, alors que effectivement d'autres vont peut-être par démarche personnelle, davantage se lancer dans un geste très spontané pour ensuite le rendre, on va dire, conforme à une mise en œuvre, à une production, etc. Donc on est un peu dans ces territoires qui ne se croisent pas véritablement, mais qui coexistent. Et qui contribue aussi, hein, sur le plan professionnel, à maintenir, on va dire, une sorte de dérégulation autour de l'identité de créateur. Quand on est designer, on n'est pas artiste, on ne peut pas, par exemple, souscrire à la maison des artistes. Et donc, dans les situations de commande ou de pénurie de commandes, ça peut être un moyen donc, de maintenir un certain équilibre de vie quand on est indépendant, et en même temps être purement professionnel, même si on est indépendant, purement designer, hein, donc à répondre à des projets exclusifs ou à des commandes ponctuelles. Ça peut être tout aussi difficile, même quand on est dans un cabinet de recherche, ou quand on travaille pour une entreprise, une marque, à la fois de voir sa signature complètement absorbée derrière l'identité de l'entreprise ou de la marque, ou éventuellement d'être contraint tout simplement de ne pas pouvoir avoir d'autres actions en dehors justement de ce périmètre d'intervention. Donc officiellement, même si le terme de designer donc, est parfaitement, on va dire, d'usage, hein, est très répandu, il n'y a pas de statut professionnel définitif à l'heure actuelle. Ça fait quelques années, hein, d'ailleurs, que donc l'Alliance France Design, d'autres partenaires comme Lille Design, etc., essayent régulièrement de remettre autour d'une table donc, les principaux acteurs, hein, les représentants des tutelles, les professionnels, pour que juridiquement se stabilise éventuellement donc, cette situation. On a l'impression que parfois, hein, selon le bord duquel on vient, il n'est pas du tout aisé finalement de se mettre d'accord, puisque on peut toujours plus ou moins perdre dans la partie, et je pense qu'on en a encore pour quelques temps encore. De toute façon, globalement, ça fait l'objet de revendications très très régulières. Hein, ces histoires de statut, ça avait été remis sur le tapis, je crois, au moment des assises du design. Ça revient très régulièrement. Et donc, il vaut mieux être artiste, presque. C'est plus facile à identifier quand effectivement, en tout cas sur le plan juridique, parce que ce qui est vraiment très difficile en fait pour un designer, peut-être
plus que pour un architecte, où là, on va dire, le métier est quand même inscrit dans une lignée quand même, on ne peut plus identifiable sur le plan des marchés publics ou pour la commande privée. Pour un designer, ce qui est encore plus compliqué que pour d'autres, c'est de pouvoir définir dans le cadre de ces projets quelle est la valeur de la dimension créative de son travail. Combien coûte l'idée ? Combien coûte le geste éventuellement, parce que certains peuvent effectivement s'appuyer sur de simples gestes pour, en partie en tout cas, donc, donner naissance à un projet. Donc effectivement, donner un coût à cette dimension-là, c'est déjà très compliqué pour la question des artistes, puisque bon, après, se mettent en place des questions de cotes, d'exposition, éventuellement d'achat par des collectionneurs qui renforcent justement donc, le poids de telle ou telle signature. Le designer, au milieu de ce terrain-là, n'est pas, je dirais peut-être, en tout cas c'est un avis peut-être un peu personnel, mais ne me paraît pas être le mieux placé justement pour pouvoir défendre et mettre un prix justement sur cette autre partie du travail que la dimension pratique, technique, qui se chiffre peut-être de façon plus facile, quoi, je dirais. Pas de réaction, pas de complément. On peut me corriger aussi, je ne fais qu'émettre des... Madame Faucambert, c'est juste une curiosité. Je pense que c'était après les années 68, il y a eu la création de l'Institut de l'environnement. Oui. Et donc, vous avez dit, ça a duré 2 ans, et puis voilà. Alors, moins de 2 ans même. Ouais. Ouais. Pardon ? Moins de 2 ans même. Voilà, ouais. d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on y mettait dans cet Institut de l'environnement ? Et on va dire, parce que vous pouvez me redire, peut-être vous l'avez dit, je n'ai pas bien compris, pourquoi ça a capoté ? Alors, ça s'est fini, en fait. C'était vraiment des raisons un petit peu particulières. En fait, c'était dans un bâtiment en fait, qui avait été construit derrière l'ENSAD. Et donc, c'était vraiment pour penser le design, l'architecture et la recherche. En fait, ça a été commencé en fait, justement par un collectif d'architectes et étudiants en architecture français qui sont partis justement à l'école d'Ulm et qui ont vu à quel point le modèle était intéressant. Et puis justement, dans le contexte très 68 art, en fait, ils ont voulu reproduire un petit peu ce même genre d'école en France, et ça a donné lieu à l'Institut de l'environnement, et puis qui a été à nouveau réabsorbé en fait par l'ENSAD justement après 2 années d'existence. Mais voilà, c'était fait avec peu de moyens. Il y avait quand même relativement peu de soutien de la part des institutions françaises. Donc c'était vraiment une espèce de contre-modèle comme ça qui d'un seul coup s'est mis juste à côté de l'ENSAD. Voilà. Mais non, c'était très, très, très intéressant. Mais justement, ce qui était important chez eux, c'était l'apport des sciences humaines, où il y avait justement aussi beaucoup de chercheurs qui venaient sur place. Ouais. Oui. Surtout à l'époque, parce que c'était le début justement de la prise de conscience des problèmes environnementaux en 68. Et faire une école de l'environnement qui tournait vers le design, le titre n'était pas adapté, je trouve. Ouais, en fait, ça allait de pair, il me semble, avec l'idée de construire justement une théorie de l'environnement et théoriser comme ça sous un jour un petit peu global les activités de conception, que ce soit architecture, design, communication visuelle aussi, tout ce qui allait en fin de compte construire l'environnement humain, et justement avec toutes ces velléités politiques d'améliorer aussi l'environnement et le cadre de vie humain, quoi. D'autres questions ? Sûr ? Alors peut-être une petite dernière. C'est vrai que c'est quelque chose qui est... c'est pas du tout une question embarrassante, rassure-toi, mais c'est vrai qu'on en a assez peu parlé, mais tu en as quand même
dit quelque chose au sujet de l'école d'Ulm, ou alors j'ai été un peu inattentif en parlant, quand tu parlais du Bauhaus, mais la question justement donc de l'interdisciplinarité, mais vers le monde du spectacle, des créations plus ponctuelles, donc en danse, en musique. Le Black Mountain College. Oui, pour le Black Mountain College. Elles existaient donc déjà, et elles étaient sans doute un des éléments d'identité fort du Bauhaus. Qu'en est-il aujourd'hui dans les écoles de design et de métiers d'art, ou même dans les écoles de design relevant du ministère de la Culture, de cette, de cette pratique collective, du rôle qu'elle a pu jouer tant au Bauhaus qu'aux États-Unis, dans justement l'émergence aussi de cette discipline, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Ouais, alors justement, cette idée de la théâtralité, de tout ce rapport-là, souvent, ça se joue beaucoup, je crois, dans les écoles de design, justement, avec des partenariats culturels, où c'est souvent tout un travail du corps qui peut être lié beaucoup à la préparation, à l'oralité, des choses comme ça. Donc, c'est abordé de manière beaucoup plus spécifique, mais pas comme un territoire d'expérimentation au service du projet, en tout cas peu. Après, c'est d'après ce que j'ai pu observer aussi, donc donc ça paraît être toujours une pratique un peu à part, anecdotique ou récréative presque, comme une sorte de parenthèse dans les formations. Après, ça peut être... Oui. En tout cas, dans le cadre du Black Mountain College, je vois ça beaucoup plus comme ça. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement moins de liens, même si on emmène effectivement parfois les élèves voir des spectacles de danse contemporaine, par exemple. Mais en fait, ça tient lieu davantage d'une ouverture culturelle, mais pas vraiment d'une expérimentation où il n'y a pas d'hiérarchie entre les différentes... Il manque peut-être aussi une forme de... Excuse-moi, je te coupe. Une forme d'analyse, je dirais, après, a posteriori, justement, donc de cette expérience en tant que spectateur, ou d'une certaine manière, toutes les questions de mise en scène, de costume, de lumière, de cadre, même de jeu sur les plateaux, de leurs aménagements, des différents tableaux qu'ils contribuent aussi à accentuer, etc., et leur dimension technique. Oui. Mais après, c'était vrai que c'était des choses qui étaient plus faciles à mettre en œuvre aussi au Bauhaus et au Black Mountain College, dans la mesure où c'était des écoles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quoi. Donc on vivait là-bas, etc. Donc c'était aussi pour créer des moments très, 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 très fédérateurs. Il y a plein de costumes qui ont été faits dans l'atelier d'Oscar Schlemmer, justement pour le ballet triadique, qui en fait ont été faits juste pour faire la fête, pour l'anniversaire de Gropius. Donc c'était vraiment dans le cadre de moments très très fédérateurs. Et au Black Mountain College un petit peu aussi, c'était vraiment passer des soirées danse ou des soirées musique. Un phénomène lié plutôt à un esprit de communauté et de gens qui vivent véritablement ensemble, quoi. Exactement. Et c'est vrai que sur cette idée justement de artiste ou designer, on se rend compte que le Black Mountain College a formé davantage d'artistes justement que de designers. Il y avait Rauschenberg qui est passé par le Black Mountain College. Donc c'était vraiment beaucoup des artistes d'avant-garde qui en sont sortis. Oui, ça va dans le sens de la question que je n'allais pas poser, mais du coup je la pose quand même. Je me suis dit, en écoutant ta belle présentation, je me suis dit c'est la seule école, à ma connaissance, peut-être tu vas me corriger, quand tu as parlé du Black Mountain College, je me suis dit c'est la seule école qui a fait date aussi dans l'histoire de la poésie, par exemple. Oui. Et on y réfléchit. Enfin, je crois que c'est la seule de toutes celles dont tu as parlé où il y a eu aussi de la poésie. Oui, il y avait Paul Goodman. Oui. Et alors, du coup, la réponse que je me suis faite à moi-même, c'est que il y aurait sans doute quelque chose d'intéressant à penser dans le fait que c'était précisément la poésie objectiviste dont il était question à cette époque-là et dans ce contexte culturel. Et je pense qu'effectivement, ça doit tenir à cette idée de lieu de vie en commun, d'expérimentation vraiment d'une vie non seulement en commun, mais presque, j'allais dire presque autarcique, c'est peut-être excessif, mais avec cette idée de se nourrir soi-même, etc. Et quand même l'idée de faire communauté jusqu'à ce que
toute la vie de la communauté se confonde avec l'école. Vous voyez, que ce soit presque coupé du reste. Hein. Ouais, et donc cette idée, notamment, qui est celle probablement du sens du choix du terme d'environnement pour l'école de l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, lié à l'essence de l'histoire du design, que d'essayer de penser le monde autour de soi, le monde autour de nous. Parfois, ça a pu être aussi le monde autour des autres, dans des moments modernistes plus débridés. Penser le monde autour des hommes, c'est-à-dire d'un point de vue quasiment extérieur. Hein. Et donc, évidemment, c'est plus heureux quand c'est autour de soi qu'autour d'eux. Mais bon, c'est pas une question finalement que je suis en train de poser. Non, mais tu as tout à fait raison, et c'est ce qui marque aussi justement la fameuse différence entre les fameux concepts philosophiques d'être au monde et d'être dans le monde. Et justement, le designer, il intervient sur son environnement, il le modifie, et donc il y a vraiment cette idée d'être au monde qui est important aussi. Et dans le cas du Black Mountain College, c'est justement transformer toute la vie en un art, quoi, en fait. Merci beaucoup. Bien, je pense que nous allons pouvoir marquer cette pause déjeuner. Merci encore.